Je vous souhaite la bienvenue à votre émission Passion Auto, un retour après quelques mois d'absence. Je suis convaincu que vous allez apprécier tout le contenu qu'on a à vous offrir pendant cette nouvelle saison. D'entrée de jeu, cette semaine, on va vous présenter l'essai du Bronco. Ben oui, on est allé s'amuser dans le bois avec le nouveau Bronco, le gros Bronco. Mais pour débuter sur les chapeaux de roue, avant de passer également au cinéparc avec Mission Impossible, une autre mission, mais possible cette fois-ci, voici l'essai de la Civic Type R. Ce segment est une présentation de DS1 par Transit et Duclos Chrysler. Le design de la Honda Civic Type R ne fait pas vraiment l'unanimité. C'est intense, et même 4 ans plus tard, c'est encore dur à digérer. Au moins, on a pu se consoler par le fait que la plupart des ailerons et prises d'aération qu'on retrouve sur cette Honda servent à quelque chose. Oh, c'est chaud. Je me suis brûlé la langue. Voie élargie, pneus plus larges, des freins qu'on pourrait retrouver sur une Lamborghini, une suspension de course et des effets aérodynamiques qui permettent d'augmenter l'effet de portance à haute vitesse. Bref, c'est du sérieux. La Civic Type R n'est pas une Civic modifiée. C'est une voiture de course qui essaie d'être une Civic. À preuve, elle fut la reine du Nürburgring pendant 2 ans de fil, avec le record de la voiture traction de production la plus rapide au monde. Johan avec le capot levé. La trappe d'air sur le capot, c'est pas pour refroidir le moteur, mais bien pour diriger l'air et aller sur les côtés pour abaisser le devant. Downforce, Pour aller avec tous ces éléments de course, ça prend un moteur. Et tout un moteur. Il s'agit d'un 4 cylindres turbo-compressé de 2 litres avec la technologie VTEC. Puissance totale de 306 chevaux et 295 livres-pieds de couple, c'est la Civic la plus rapide et la plus puissante jamais construite. Pas de boîte automatique et pas de rouage intégral. C'est une traction avec une boîte manuelle. That's it. Ce n'est pas sans rappeler la belle époque des années 90 avec les Civic. Traction, ça doit t'arracher les poignets quand tu tournes. Non. Honda a breveté un système de suspension avancé qu'elle nomme Double Knuckle pour éliminer l'effet de coupe et c'est assez convaincant. Ça, c'est la Civic Type R 2021, la dernière de production pour ce modèle. Vous en voulez une? Trop tard, ils sont toutes vendues. Et comme la 2020, elle reçoit toutes les améliorations qu'Honda lui a apportées lors de la mise à jour. Une partie avant légèrement travaillée, comme la petite entrée d'air du côté passager, puisque la génération d'avant avait 2 grosses fausses prises d'air avec un petit trou pour laisser passer l'air. Maintenant, ils ont tout fermé. Pas mal mieux de même. Honda a également repensé certains éléments de suspension, recalibré le différentiel avant pour qu'il soit encore plus précis et raccourci les rapports de vitesse pour qu'elle soit encore plus féroce. Un nouveau pommeau de vitesse et un son syntonisé dans l'habitacle. Ça, on aurait pu s'en passer. La Civic Type R a été conçue pour satisfaire son conducteur. Oubliez le temps d'accélération à couper le souffle. Il s'agit d'une sportive qu'on apprécie sur un circuit de course ou sur une route sinueuse. Ultra précise, rapide et amusante à conduire. La Civic Type R est la reine des sportives compactes. Et le plus beau dans tout ça, c'est que quand on a terminé de la pousser à ses limites dans les virages, elle redevient une Civic confortable, spacieuse, polyvalente et surtout fiable. C'est une voiture qui va prendre de la valeur avec le temps. Un sandwich. OK. C'est probablement le meilleur coup de Ford depuis une décennie.
le retour du Bronco. Eh bien oui, ce véhicule-là qui a marqué son époque, eh bien, fait un retour en grande pompe, c'est le cas de le dire. Et aujourd'hui, presque un an après sa présentation, on aura le loisir, le privilège d'aller s'amuser un peu partout. Et vous allez voir, on s'amuse vraiment. Bon, essayer le nouveau Bronco, c'est évidemment essayer le mode hors route. Alors, on a dessiné un sentier, évidemment, ici du côté de Mosport. Essayer le Bronco, bien sûr, dans son véritable élément. Mais là, on va voir ce que ça donne pour les habilités en sentier et hors route. Il y a un paquet de modes. On a une barre stabilisatrice qu'on peut désactiver à l'avant quand on franchit des trous, des bosses assez imposantes. On peut évidemment aussi verrouiller les deux différentiels individuellement. Et on a un mode aussi pour diminuer le rayon de braquage. Et ce mode-là, ce que ça fait, c'est que tout dépendant de quel côté vous voulez tourner dans un sentier, exemple, qui est très, très serré, dans une courbe qui est très serrée, eh bien, il y a une roue qui va se verrouiller automatiquement et c'est l'autre roue qui va exercer le pouvoir sur le véhicule. Alors, c'est assez impressionnant. Je vous dis, ça fonctionne vraiment. Et là, on va monter une pente. La suspension est vraiment faite pour faire du sentier hors route. Jusqu'à présent, il n'y a pas à rougir face au Wrangler. Ça, je peux vous dire ça. L'autre caractéristique, c'est qu'on a une belle caméra ici. Quand on est en mode hors route, justement, ça nous permet de voir à l'avant. Vous savez, quand on fait du hors route et qu'on arrive en face d'une pente qui est abrupte pour la descente, on ne sait pas nécessairement où est-ce qu'on s'en va, mais la caméra nous permet de voir, justement, beaucoup plus loin. Et ça, c'est sécurisant, je dois vous avouer. Évidemment, il y a le système aussi qui nous permet de ralentir en descente, c'est-à-dire que quand on est en mode 4L, ici avec le GOAT Mode qu'on appelle chez Ford, bien, ça nous permet de garder une vitesse réduite à la descente. Et ça, c'est un peu le secret quand on fait du hors-route, c'est-à-dire que la vitesse doit être constante, pas nécessairement élevée, mais constante. Alors, tous les accessoires qui sont utiles justement pour faire du sentier équipent le nouveau Bronco. Et ça, c'est après bonne nouvelle. Alors, quand on parle d'un utilitaire sport, mais surtout adapté pour leur route, le Bronco, il vient d'entrer dans la petite famille du Wrangler, parce que même le prix est très compétitif avec ceux du Wrangler. Ça fait longtemps que Jeep est tout seul dans son segment avec le Wrangler, un véhicule polyvalent auquel on peut enlever les portes, le toit. On a même la nouvelle version avec la boîte de chargement. Alors, le Wrangler domine parce qu'il est seul. Bien, maintenant, il n'est plus seul parce que Ford vient s'installer sérieusement avec son nouveau Ford Bronco. Et je dois vous avouer que j'ai eu beaucoup de plaisir avec le véhicule et que j'aimerais bien, éventuellement, faire un match comparatif dans des sentiers assez difficiles. Et je ne serais pas étonné que Ford ait maintenant une longueur d'avance. Alors, c'est notre première chronique entretien. Et comme c'est l'hiver, vous aurez deviné qu'on parle de batterie avec Hugo. Salut, Hugo. Bonjour, Benoît. Qui va être un collaborateur régulier à cette chronique. Et évidemment, batterie, on a des batteries de moto, d'auto, motoneige, système d'alarme. Il y a des batteries partout, finalement. Exactement. On peut avoir de tout sans problème. Bon, là, on va parler évidemment d'automobile parce que la première question, j'avais des batteries au plomb. Ça existe-tu encore? En vendez-vous encore beaucoup? Oui, des acides plomb liquides, c'est ce qu'on vend encore le plus à 80 %. Ah oui, quand même? Oui, mais dans les nouveaux véhicules, ce qui arrive de plus en plus, c'est des batteries AGM. Bon, explique-moi le principe des batteries AGM par rapport à une batterie au plomb qu'on connaît. C'est une batterie qui a plus d'acide liquide à l'intérieur. C'est des plaquettes en fibre de verre absorbées d'acide. Et puis, c'est une batterie qui se décharge beaucoup moins vite, elle se recharge plus vite, puis elle est moins affectée par le froid. Ah, donc plus performante. Exactement. Donc, je sais que vous le faites assez souvent à des gens qui auraient des problèmes avec des batteries au plomb régulières. Vous leur conseillez de passer à des batteries AGM qui sont plus performantes. Exactement. Des fois, des petites batteries dans le véhicule ou sinon, la personne qui roule pas beaucoup avec son auto, c'est parfait pour elle. Donc, c'est bon pour elle, puis c'est disponible dans la plupart des véhicules. Oui, oui. Bon, évidemment,
moteur électrique, véhicule électrique, on est là, mais il y a des batteries pareilles, même si c'est un véhicule à batterie. Là. Oui, il y a une batterie 12 volts dans le véhicule, pareil, pour faire activer le haut voltage et aussi pour faire marcher les accessoires, la radio, les bancs chauffants, ces choses. Ça, il faut le vérifier parce que c'est souvent un problème, puis ça amène que le véhicule, souvent, est arrêté parce que la petite batterie 12 volts ne marche pas. Là. Il y a aussi de l'entretien à faire. On peut acheter, par exemple, un chargeur intelligent pour le véhicule. Exactement. On peut le mettre fixe sur le véhicule, qui va avoir une prise qui sort à l'avant, comme un peu un chauffe-moteur, qu'on va brancher de temps en temps. Sinon, on peut le mettre mobile, qu'on le charge une fois par mois, et puis ça augmente la capacité de la batterie. OK. Et chose importante avant de terminer, quand on achète une batterie, on devrait toujours s'assurer que la charge de la batterie est bonne. Oui, la charge de la batterie, c'est très important. Il faut qu'elle soit en haut de 12,6 volts. OK. Et aussi, quand on va l'installer chez nous, il y a certains véhicules, ça prend des reprogrammations. Merci, Hugo. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur les batteries. En tout cas, moi, oui. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine Chronique Entretien. Certains disent que Mission Impossible est une copie américaine de James Bond. Oh ben, le fin observateur. On peut rien vous cacher. Série télé en 1966, Mission Impossible nous revient en 96, sous forme de film. Bien sûr, tout le monde se souvient de la scène culte où Cruise est en suspension devant le super ordinateur. Un peu moins super aujourd'hui, hein? Le film devient instantanément un succès, mais c'est seulement 4 ans plus tard qu'un second film revient. Mais là, les valves sont ouvertes. Fallout est le 6e et les critiques sont unanimes. Dans le bon sens, pas unanimes dans le mauvais sens. Si vous avez l'impression d'être confus entre les films de la franchise, c'est qu'il y a une raison assez simple. Chacun des films sont presque sur le même pattern. C'est quoi pattern en français? Tracé. Chacun des films sont sur le même tracé. Ouais, non, peut-être pas. On va utiliser pattern. On a le droit à une course à pied de Tommy, des poursuites automobiles pied au prélat et commandité par BMW mur à mur dans les 3 petits derniers. Et on rajoute à ça des cascades assez extrêmes. La particularité de ces cascades est que Tom Cruise tient à faire toutes ces cascades. Que ce soit au volant, au guidon, au manche à balai ou bien dans les airs, Cruise s'obstine à les faire lui-même. C'est lui qui décide. C'est lui qui paye. Les manœuvres auto comme moto sont faites par l'acteur. Dérapages contrôlés, vitesse dans des endroits restreints, saut et conduite d'une moto sans casque. Dans le dernier de la franchise, les voitures utilisées sont une BMW M5 2018, une BMW Série 5 86 et une moto BMW R90. C'est pas commandité pantoute par BM. Non. Alors voici un top 5 des cascades les plus folles que Tom a réalisées dans toute la franchise. Sa doublure qui fait les cascades, là, elle doit trouver le temps long. Il a appris à piloter un hélicoptère pour faire lui-même la scène aérienne dans Fallout. Aucun green screen n'a été utilisé. L'équipe technique a dû inventer un système de rig pour placer les caméras sur l'hélicoptère de façon à mettre en évidence les prouesses de l'acteur. Tabarouette, je savais pas. T'apprends à piloter pour faire tes cascades en hélicoptère. C'est fort en tabarnak. Numéro 2! Non, il n'a pas le vertige. La cascade où il s'accroche à l'avion est une des scènes où l'acteur lui-même avoue que, une fois l'avion décroché du tarmac, il s'est dit « c'est peut-être pas une bonne idée ». Numéro 3! Tom Cruise a une passion pour l'escalade. Il le démontre encore une fois en escaladant le Burj Khalifa. C'est une même comme ça, Burj Khalifa? La plus haute tour au monde, là? Ben, je pense plus que le monde l'appelle la plus haute tour au monde. Là. La plus haute tour du monde. Mais rappelons-nous que dans le second film, on voit Tom escalader le Moab sans aucun filet de sécurité. C'est un malade. Numéro 4! Dans Rogue Nation, Tom s'est entraîné pour faire la séquence sous l'eau. Pour cette scène, il a réussi à garder son souffle pendant plus de 6 minutes. Combien de temps tu peux garder ton souffle? 30 secondes facile. Bon, check bien. On va continuer. Retiens ton souffle. On va voir combien de temps tu retiens. Numéro 5! Le grand saut, c'est un saut de 7 km d'altitude pouvant atteindre 320 km/h dans sa descente.
T'as même pas toffé numéro 5. Pour ensuite ouvrir le parachute à la dernière minute. 1 an d'entraînement pour faire ce grand saut. Je monte dans une échelle pour aller faire mes lumières de Noël, puis j'ai peur. Mais toutes ces cascades ne sont pas sans faille. Un des sauts d'un immeuble à un autre a retardé la production de plusieurs semaines quand Tom s'est cassé la cheville. Pour Fallout, le tournage a pris 161 jours et termina le montage 3 semaines avant la sortie en salle. Ça, c'est tight. Comme une chèvre. Oh, c'est un titre de référence. Référence de quoi? Mission Impossible est une franchise en pleine santé financière. 3,5 milliards de profits pour les 6 films. Les 2 prochains seront à l'affiche en 2021 et en 2022. Et tant que Tom sera apte à faire ses cascades, c'est lui qu'on verra dans le rôle de Ethan Hunt. Producteur principal et acteur aguerri, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il est une personne avec un talent fou pour sa forme physique et sa versatilité dans différents domaines. Maintenant, la seule question qui reste, quelle cascade folle Cruise nous prépare pour la suite? Ça fait quand même du bien de voir que des films qui se tournent encore pas de green screen, ou peu de green screen. Du vrai. C'est rare. C'est rare, c'est rare. Quel âge qu'il est rendu, lui? 50? C'est un peu. Plus jeune, là. Tom Cruise a 57 ans. Collier. 57 ans? Son dernier film va avoir 60 ans. Peut-être parce qu'il fait partie de la scientologie. Scientologie. Moi, je pense que c'est un clone, là. Tu sais, quand tu tapes Scientologie, là, la première photo qui apparaît, c'est Tom Cruise en arrière d'un desk. C'est lui le porte-parole. Ça l'enlève la crédibilité au personnage. Un peu, oui. Un peu, oui. Bon. C'est ça qui est ça? C'est ça qui est ça. J'espère que vous avez apprécié le contenu de notre nouvelle émission jusqu'à maintenant. Comme vous l'avez dit en tout début, on va terminer avec l'actualité. On va surtout débuter cette nouvelle saison avec ce qui a retenu notre attention l'année dernière, c'est-à-dire en 2021. Si on pense que malgré la pandémie, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé, non, détrompez-vous, il s'en est passé pas mal de choses. On va parler, entre autres, de tous les constructeurs, ce qu'on nous a présenté et ce qui va s'en venir dans les prochains mois, enfin dans la prochaine année. Chose certaine, c'est que le marché de la voiture neuve et le marché de la voiture d'occasion a passablement changé. Entre autres, chez les concessionnaires, vous avez dû remarquer qu'il n'y a pas beaucoup de voitures neuves en stock. Les microprocesseurs ont causé beaucoup de problèmes. La pénurie de ces fameuses petites puces qui sont utilisées dans l'assemblage des véhicules qui sont emplis de nouvelles technologies aujourd'hui, ça a causé des fermetures temporaires d'usines. La production va au ralenti et c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de véhicules chez les concessionnaires. Bon, ce qui a retenu aussi notre attention en 2021, on va y aller par, si vous le voulez bien, par constructeur. Chez GM, on a dévoilé la Cadillac Lyriq. Cadillac Lyriq, c'est le premier véhicule de la marque, mais entièrement électrique, un véhicule utilitaire sport. D'ailleurs, il est présent au Salon de l'Auto de Montréal. Alors, pour votre bénéfice, si vous voulez le voir de visu, allez-y, allez faire un tour. Il y a aussi le fameux Hummer électrique 2021. On avait présenté le véhicule, mais là, on a lancé la production. Donc, les premiers Hummer tout électriques vont être livrés, ont été livrés avant la période des fêtes. C'est quand même spectaculaire. Hummer, qui avait pourtant passé pour une marque qui consommait comme le Titanic, aujourd'hui, on s'enligne vers les véhicules entièrement électriques. Mais attention, le Hummer électrique, c'est un véhicule au-delà des 100 000 $. Alors, si jamais ça vous intéresse, calculez vos sous. On a aussi présenté la version Z06 de la Corvette. C'est une voiture qu'on attendait, bien sûr. La Corvette qui continue à obtenir beaucoup de succès. Bon, chez Ford, maintenant, on a présenté la fameuse camionnette qui avait débuté avec par des rumeurs. On disait on va ramener le nom Maverick chez Ford. Oui, on l'a ramené, mais sous forme d'une petite camionnette peu dispendieuse, dont, entre autres, en modèle hybride.
Et faites à signaler, si vous voulez vous acheter le Maverick, mais en version hybride, ben vous devrez attendre un bon bout de temps. On va reprendre les commandes seulement au mois de juillet. On est actuellement complet en ce qui concerne la première quantité produite du Maverick hybride. On a aussi présenté le Ford F-150 Lightning, la première vraie camionnette tout électrique, camionnette pleine grandeur. Là aussi, on a un petit problème. On a prévu de produire 15 000 unités la première année, à peu près 40 000 la deuxième et 80 000 la troisième. Si vous faites le calcul de ces trois chiffres-là, on va arriver aux alentours de 135 140 000, mais on a 200 000 réservations jusqu'à présent. On s'entend, 100 $ déposés pour obtenir un F-150 Lightning, c'est pas beaucoup, mais à date, les 200 000 tiennent à avoir les 200 000 consommateurs tiennent à avoir leur camion. Alors, il faudra être patient. Est-ce qu'on sera en mesure d'augmenter, de doubler la production dès la première année pour être capable de remplir le carnet de commandes? Je ne le sais pas. Et l'autre particularité, c'est que si vous ne l'avez pas commandé, vous en voulez un, il faudra peut-être attendre 3 ans. Ça n'a carrément pas de sens. Alors, c'est vous dire comment il y a une demande pour les véhicules électriques. Du côté de Toyota, on a présenté une version utilitaire, entre parenthèses, de la Toyota Corolla avec la fameuse Toyota Corolla Cross. Pourquoi? Ben, le marché, là aussi, est en demande. On sait que les véhicules utilitaires sport ont la cote et que les voitures sont en perte de vitesse. Du côté de Nissan, on a officiellement dévoilé, on a lancé en concession le nouveau Nissan Pathfinder, un véhicule réussi, un peu comme le nouveau Rogue d'ailleurs. Vous en voyez beaucoup sur la route, ben c'est normal. C'est un véhicule qui est réussi. On a aussi annoncé, dévoilé officiellement la nouvelle génération de la Z, cette Z qui devrait arriver en cours d'année 2022. Et le fameux Nissan Ariya, un nom un peu particulier pour nous, Québécois, qui avons des expressions bien à nous. Le Nissan Ariya, c'est un nouveau utilitaire entièrement électrique. On l'attendait depuis un bon bout de temps, mais là, c'est officiel. Il débarque chez nous. Si vous le voulez bien, on continuera la semaine prochaine, lors de la prochaine émission plutôt, sur la nomenclature des nouveautés qui ont retenu notre attention en 2021 et ce qui s'en vient un peu pour 2022. Pour la prochaine émission, on a encore des choses bien intéressantes à vous présenter. L'atelier branché avec Benoît Charette, bien sûr. Cinéparc, ce sera le film Drive. Et on va vous présenter aussi une chaude lutte entre 2 Charger L4 et un avion. Vous savez, des fois, on sort de l'ordinaire. Allez, bonne semaine, bonne route, soyez prudents et je vous donne rendez-vous pour la prochaine édition de Passion Auto.